Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation, pour ces journées qui ont l'air extrêmement passionnantes. Donc en effet, je suis Geoffrey Clamour de l'agence Les Marneurs. Donc Les Marneurs, c'est 3 associés. Moi-même, Antonin Amiot qui est paysagiste urbaniste et Julien Roman qui est architecte urbaniste. Donc on s'est rencontrés sur les bancs de l'école de Marne-la-Vallée, d'où notre nom. Et donc on est situé entre Paris et Bruxelles, avec une équipe qui fluctue entre 6 et 8 personnes actuellement. Et donc on a eu dernièrement le plaisir de recevoir le palmarès des jeunes urbanistes, qui est pour nous une étape importante de notre pratique. Donc assez rapidement, Antonin, Julien et moi, c'est une rencontre de trois expériences. La première, celle d'Antonin qui a travaillé pendant plusieurs années à La Rochelle, où il a travaillé notamment sur le risque en milieu littoral et sur, on va dire, la question de comment protéger le port de La Rochelle et comment le rendre plus résilient avec des ouvrages complètement intégrés au paysage et aux espaces publics qui deviennent quasiment transparents dans le paysage de La Rochelle. Moi j'ai travaillé à Rotterdam dans une agence qui s'appelle Star Stratégie Architecture sur des questions de logement et d'adaptation du logement, on va dire aujourd'hui parfois assez standardisé dans la production notamment de la promotion immobilière, et donc avec tout un travail au sein de la IGP sur ces questions-là, donc une forme de résilience par la sociologie de l'habitat. Et Antonin, et Julien, excusez-moi, a travaillé en Suisse, dans une agence qui s'appelle Descombes et Rampini, sur beaucoup d'espaces publics, on va dire, entre la Suisse et la région lyonnaise, et notamment sur ce projet qui a fait un petit peu manifeste, qui est la renaturation de l'Aire, qui est une rivière qui était canalisée, chenalisée, avec la question qui était posée finalement, qu'est-ce que renaturer ? Qu'est-ce qu'une renaturation ? Est-ce que c'est redessiner finalement quelque chose qui est naturel, ou est-ce que c'est redonner de la place à une dynamique naturelle pour qu'elle reprenne son propre dessin ? Rapidement, donc, on a été primé il y a environ 5-6 ans à l'Europan 14 sur la ville productive. Donc je voulais commencer par montrer quelques images de ce projet entre la ville productive et le switch qui se fait vers la ville vivante. Et donc c'était un projet à Toulouse sur une zone d'activité qui était un petit peu déjà un prémisse finalement de toutes les réflexions là, qui s'intensifient beaucoup sur les questions de la réadaptation des zones d'activité. Et donc on avait, on va dire, attaqué de front ce type de site, de lieu, de foncier extrêmement complexe, extrêmement figé, avec une dureté foncière assez importante, par la question de la ressource, et la ressource un petit peu à tous les niveaux, en commençant par la ressource du sol, mais aussi par la ressource énergétique, la ressource des filières, des matériaux, et pour essayer de comprendre finalement, dans une zone d'activité, quels étaient les entrants et les sortants, et quels étaient finalement les chemins que pouvaient emprunter ces entrants et ces sortants, on va dire des ressources comme la ressource en eau, la ressource électrique, on va dire les marchandises, et de comprendre finalement pendant le processus de leur transformation dans ces zones d'activité, quel type d'espace elles pouvaient générer. Et donc ça a donné ce plan qui recréait finalement un tissage dans cette zone d'activité qui manquait de porosité, et un tissage qui venait générer des nouvelles aménités, des nouvelles richesses et des nouveaux lieux de production dans un paysage, on va dire, beaucoup plus qualitatif et avec on va dire, beaucoup plus cohérent, et qui a mené surtout de nouveaux services. C'est aujourd'hui ce qui manque beaucoup dans les zones d'activité. C'est ce qui ressort aussi des dernières enquêtes, c'est un manque de services. Les entreprises souvent ne parviennent plus même à embaucher dans les zones d'activité, puisqu'il y a aujourd'hui de nouvelles demandes, de nouvelles attentes qui sont très fortes de la part des travailleurs, des employés. Et donc l'idée, c'est que le travail sur la ressource réamène dans ces lieux qui sont un peu hybrides entre commerce, industrie, production, logistique, des nouveaux espaces où parfois la nature se révèle, la nature se redessine,
et on va dire les infrastructures énergétiques aussi reprennent une importance. Et donc c'est un dernier dessin, je ne rentre pas dans le projet, mais qui tentait aussi de montrer comment la question de l'optimisation foncière pouvait concourir aussi à une montée en mixité de ces zones d'activité vieillissantes, qui aujourd'hui, on va dire, peinent à se renouveler. Et donc aujourd'hui, finalement, voilà, on passe peut-être de ville productive à ville vivante, mais peut-être qu'on passe pas de ville productive à ville vivante, c'est peut-être ville productive, virgule, ville vivante. Moi, je pense que en fait, l'un va avec l'autre. Et Didier m'a demandé peut-être de faire une petite réflexion sur ce switch, peut-être, ou sur la relation, l'interrelation entre ces deux angles de la ville. Et peut-être que pour nous, en tout cas, Marner, qui avons monté notre agence finalement après Europan, on est un peu des enfants d'Europan, ça a été la question des prospectives, à travers la question du risque, et j'y reviendrai après évidemment, des prospectives qui sont aujourd'hui éminemment tournées vers les questions climatiques. Alors on pourrait parler géopolitique, etc., mais aujourd'hui on va plutôt parler climat, et qui amènent un peu ces constats qui sont un peu terribles en fait, en partie, mais la question c'est que faire à partir de ces constats, comment aller au-delà, comment continuer à penser la ville malgré ces constats. Et donc ça c'est une carte du livre, je pense, de la bande dessinée que beaucoup d'entre vous connaissent, le Monde sans fin de Jean Covici, qui a retraduit une carte avec Christophe Blind du rapport du GIEC, qui montre un peu les journées, le nombre de jours dans certaines parties du monde qui vont devenir impossibles à vivre sur une année. Et donc cette carte, elle est assez, voilà, elle est très forte. Après, ça reste une projection. Il faut aussi garder la tête froide avec ces projections-là, mais ça nous donne quand même une indication. Et puis voilà, et puis des lectures. Et puis on est aussi enseignant à côté de notre pratique. Et on se rend compte qu'en fait, les étudiants aujourd'hui, quand ils sont en master, à 21 ans, à 22 ans, c'est presque les premières questions qu'ils posent avant de se poser la question du contexte parfois. Et c'est un peu... voilà, il y a un vrai switch générationnel donc, qui fait partie un peu de ces dynamiques qui sont, on pourrait dire, en quelque sorte vivantes aussi. Et qui amène la question des évolutions des dynamiques naturelles. Donc on travaille beaucoup sur le littoral atlantique, on le verra après à Rochefort, à La Rochelle. Avec ce territoire en mouvement, ce territoire qui devient parfois de plus en plus amphibie. Et puis les températures qui augmentent, sachant que dans certaines parties on va dire, du territoire français, on a déjà largement dépassé les 2 degrés. Et puis ces tableaux, un peu abstraits, un peu durs à lire, mais qui en fait pour nous sont une mine d'informations. Donc ça, c'est des tableaux qui sont issus de travaux qu'on fait avec Hydratek, qui sont des hydrologues, qui en se basant sur les prospectives du GIEC, finalement, traduisent ces prospectives dans des modélisations hydrauliques. Donc ça, c'est sur un projet à Cherbourg, et qui nous montre que, alors là, je ne peux pas vous montrer, je n'ai pas de pointeur, mais en gros, que, grosso modo, si je dis simplement, qu'aujourd'hui, un aléa d'inondation ou de submersion qui va arriver une fois tous les 100 ans, quand on intègre dans le modèle la montée des eaux de plus ou moins 1 mètre à échelon 2100 sur le RCP, c'est-à-dire le scénario du GIEC le plus pessimiste, cet événement centenal va être bimensuel en 2100. Avec une probabilité, on va dire, bimensuelle. Donc ça veut dire que finalement, Cherbourg, on va le voir après, c'est peut-être Venise demain. Et donc ça pose cette question-là, pour nous, c'est aujourd'hui être architecte, on est un peu tiraillé entre deux postures. C'est la posture de la fondation, parce qu'on est quand même des architectes, on travaille sur des éléments fondés dans la ville, sur des éléments dessinés, aménagés. On crée des terrassements pour faire nos projets, et en même temps dans un territoire qui va être de plus en plus changeant. Donc moi j'aime bien mettre en face un petit peu le mythe de la tour de Babel, et puis cette carte que vous connaissez peut-être des différents tracés de la vallée alluviale du Mississippi, où on voit finalement que l'eau, elle ne connaît pas de fixité. Et puis donc ces questions-là finalement amènent peut-être dans les projets, on le voit un peu, des incarnations dans de plus en plus de projets. Donc j'ai mis ce projet-là parce que je sais que Philippe Ram va intervenir demain, et c'est un projet
alors qui est radical, qui pose des questions, mais qui est hyper intéressant dans le fait de voir comment finalement la prise en compte du climat et des dynamiques climatiques et de leur, on va dire, de leur nature changeante, mouvante, peut finir par générer aussi des projets qui finissent par être incarnés. Ça, c'est le projet de La Rochelle, donc sur lequel Antonin a travaillé avec l'atelier Landscape, où à la fois le projet que vous voyez à gauche, c'est le réaménagement du secteur Gabu à La Rochelle, avec voilà, ces ouvrages un peu cachés, un peu invisibilisés, de protection contre l'inondation, contre la submersion. Et puis à droite, c'est la même agence, toujours avec Antonin, un travail de médiation autour de l'inondation qui s'appelle les arbres bleus, où en fait ils se sont amusés à peindre avec de la chaux bleue naturelle les arbres jusqu'à un aléa centenal et un aléa centenal plus 60 cm, donc en gros en intégrant le réchauffement climatique. Et c'est intéressant parce que finalement déjà ces aléas dépassent les ouvrages qui ont été mis en œuvre il y a 5 ans de ça. Donc ça pose cette question-là. Et puis le vivant, pour nous forcément, c'est la question du sol, avec un peu cette modestie entre on va dire, le système Terre et puis finalement la biosphère. Le vivant, c'est seulement dans 20 km, et donc à l'échelle, c'est une feuille de papier. Et toutes ces réflexions, donc là, c'est des visuels que j'ai piqués à Sol Paysage, qui sont des pédologues, qui nous parlent un peu des horizons dans le sol, et qui nous parlent un peu des qualités du vivant, des vers de terre, qui nous parlent de l'oxygène dans les sols. Et puis on voit entre la gauche et la droite, finalement, ces sols qui meurent lorsqu'ils sont scellés par l'artificialisation. Donc là, on est en plein dans le zéro artificialisation net. Et ça amène ça, donc j'ai aussi retrouvé cette affiche de l'appel à contribution de l'école de Clermont, voilà, où on voit de plus en plus des représentations du sous-sol. C'était le cas dans l'exposition de l'agence Terre, c'est le cas dans toutes les coupes aujourd'hui que font nos étudiants, où on voit les racines dans le sol. Et puis voilà, ça s'incarne aussi dans des projets, donc deux projets de Simon Tessou, où on voit qu'aujourd'hui finalement le trait de coupe il est plus noir. Le trait de coupe c'est une complexité en fait qui est aussi riche que ce qu'il y a au-dessus du sol. Ça c'est un de nos projets perdus à Bruxelles, qu'on a fait avec Fabrique sur les questions d'urbanisme agricole, et où on s'amuse aussi à reconnaître ce qui est non humain dans un projet, et pour redonner la place au non humain. Et puis c'est la question géologique, qui est cette question de reconnaissance des ressources du sous-sol. Ça, c'est une carte qu'on a fait pour Toulouse, un projet où on travaille sur un futur quartier, on va dire bio et géosourcé, avec l'idée de travailler sur la terre crue, en important le minimum de sol exporté, on va dire, de sol importé. Et puis un dernier travail qu'on a mené à Amiens, un travail un peu temporaire qui est dans le cadre du Festival des Jardins des Ortillonnages d'Amiens, où on a travaillé avec le sol, donc dans les ortillonnages, où on a toute une série d'îles qui sont dans les marais d'Amiens, et qui sont en fait des ouvrages plus ou moins artificiels, qui ont été aussi façonnés par l'homme. Et c'est un travail où on a réinterprété ce travail du sol, cette construction du paysage par l'homme depuis, on va dire, les temps séculaires. Et par cette cale qui raconte l'histoire de la vase du marais qu'on va draguer, qu'on va chercher dans le sol pour la ramener sur la terre et pour en gros faire des polders. Et voilà, et faire en fait ressortir finalement les horizons du sol et les ramener au-dessus du sol pour faire paysage. Donc ça c'est un projet plutôt, on va dire, une installation artistique entre artistes et art et paysage, qu'on a mené avec un collectif belge qui s'appelle Dallas, et qui est toujours visible aux ortillonnages actuellement. Donc voilà, il me reste 15 minutes. Le récit, les ressources, le risque, c'est en fait nos 3 thématiques de projet qu'on a intégrées dans la réflexion des Marneurs depuis qu'on a fondé l'agence, et qui sont un peu notre fil rouge. On travaille sur beaucoup de projets différents, en France et à Bruxelles. Donc, un peu sur tout le territoire français et autour de la couronne bruxelloise.
Et on travaille sur des projets dans des échelles très, très différentes qui vont du projet de territoire jusqu'au petit projet, petite maîtrise d'œuvre architecturale. Mais à chaque fois, sur chacun de nos projets, on a ce souci de faire projet avec ces trois thématiques fil rouge. Donc, je vais montrer trois projets assez rapidement, qui pour nous ont aussi contribué à monter l'agence après Europan 14. Donc ça, c'est notre première commande publique à La Rochelle, donc sur le parc littoral qu'on a fini par appeler le parc littoral plus 2 degrés, qui propose de retrouver le récit de ce littoral par la question d'aléas. Donc on est donc voilà, sur la mer des Pertuis, face à l'île d'Oléron, sur un littoral qui a été fortement impacté et abîmé par la tempête Xynthia en 2010, avec plusieurs morts sur le littoral, dans des quartiers en gros qui étaient construits là où il ne fallait pas construire. Et l'étude initialement, c'était la question posée de revaloriser le trait de côte, donc en gros plutôt les milieux dunaires, les milieux liés aux plages, où un bon nombre de maisons avaient été détruites juste après Xynthia, donc, qui avaient été renommées les zones noires ou les zones de solidarité. Et pour voilà, retrouver un semblant de sens sur ces lieux, on va dire sinistrés, on va dire, qui étaient une cicatrice pour La Rochelle et pour les communes de la communauté de communes. Et donc voilà, avec la tempête Xynthia et puis l'érosion qui continue et qui vient aujourd'hui grignoter le chemin littoral qui petit à petit va devoir reculer sous cette dynamique naturelle. Et en fait, on s'est reposé la question très rapidement du risque, parce que voilà, c'est notre thématique, notre logiciel, on va dire, de projet. Et ce risque-là, on est venu superposer les cartes de Xynthia, de la tempête Martin, de Xynthia plus 60 cm en intégrant le réchauffement climatique. Et puis parallèlement, on est allé parler à tous les élus, les techniciens, les gens du Conservatoire du littoral, pour leur redemander, selon vous, quel est finalement le périmètre de cette étude. Est-ce que c'est finalement ce qui est en jaune ici au niveau du 8, ou est-ce que c'est notre territoire ? Et ils ont tous instinctivement dessiné une forme qui ne correspondait pas à ce territoire-là, enfin pas au périmètre d'étude, et qui correspondait précisément en fait, à la carte du risque, et qui correspond elle-même précisément à la carte des anciens marais littoraux, qui ont été complètement asséchés par notamment les campagnes d'assèchement, de drainage, et par l'agriculture intensive dans les années, on va dire, entre 50 et 70 après-guerre. Et donc, finalement, l'étude est passée de cette question-là à cette question-là, c'est-à-dire comment revaloriser, redonner un récit dans les marais rétrolittoraux. Et c'est peut-être là qu'on peut trouver peut-être une autre des principales richesses de ces milieux maritimes humides. Et donc, pour un peu embarquer tout le monde, les élus, les techniciens, les services de l'État, on a fait ce récit, on a créé des parcours dans ce territoire fictif, et qu'on a dessiné et qu'on a, on va dire, illustré par des personnages un peu héros de bande dessinée, pour un petit peu se balader et montrer finalement quels pouvaient être les potentiels, les qualités de ces lieux oubliés par une partie des élus qui aujourd'hui n'allaient plus forcément se balader dans les marais. Et il en est sorti cette carte qui est en fait le plan guide du parc littoral plus 2 degrés. On voit qu'il superpose en fait une mosaïque de paysages qui vont de paysages dunaires, qui vont vers des paysages aussi d'exploitation agricole, ostréicole, des paysages agricoles, d'agriculture intensive, puis à des paysages humides. Et donc un plan guide qui derrière soulève beaucoup de propositions un peu prospectives d'aménagement et de réparation de ce littoral assez abîmé. Donc 2 exemples. Le premier, c'est le chemin littoral qui aujourd'hui, on l'a vu, est très grignoté par l'érosion littorale, en se disant que ce trait littoral, finalement, le figer, c'est peut-être pas la bonne solution, puisqu'on est face à une dynamique qui est érosive, qui par définition va continuer son travail d'érosion. Et donc pourquoi pas travailler sur un chemin littoral qui passe un petit peu en rétro-littoral, ou qui parfois passe en ouvrage, un ouvrage qu'on pourra démonter, remonter.
Voilà. C'est aussi, sur les milieux dunaires, c'est les deux images qu'on voit en bas, ces dunes qui ont été très fortement abîmées par l'exploitation humaine, qui sont même devenues des carrières parfois de sable pour les constructions de certains bâtiments à La Rochelle. Ben, c'est peut-être les réengraisser, les recharger, et puis surtout retrouver des milieux humides en arrière-dune, et bon, pour vraiment retrouver ces milieux dunaires un peu perdus et fortement abîmés, qui eux-mêmes sont en fait des barrières naturelles contre l'aléa. Voilà, et puis d'autres visuels plutôt sur la partie agricole, où on a un petit peu interrogé aussi les capacités en piégeage carbone entre des sols agricoles fortement compactés, qui ruissellent très peu, enfin qui infiltrent très peu, et puis le retour d'un chevelu, d'un retour de l'hydrologie, d'un retour de milieux humides dans ces espaces, pour retrouver des capacités de piégeage carbone qui sont près on va dire, du double de celle d'une forêt. Une forêt, c'est en moyenne 350 tonnes à l'hectare, un milieu humide littoral, c'est 700. Et donc voilà. Et donc comment cette question du risque, finalement, elle redessine des paysages littoraux, comment elle redessine aussi des aménités, et puis aussi pour les élus, parce que c'est important, une attractivité et une visibilité pour les habitants comme pour les visiteurs de La Rochelle. Et donc voilà, on est allé arpenter, en se racontant cette histoire-là, le site. Donc ça, c'est un copil. Plutôt que de le mener en salle, on l'a mené en marchant avec tous les élus. Donc, je dis tous les élus parce que c'était un site en fait qui était complètement étranger aux logiques de limites administratives, puisqu'en fait il est superposé sur quatre communes différentes, y compris une commune qui ne touche pas du tout le littoral. Et donc voilà, ce grand tour de table qui fait qu'aujourd'hui on a ce plan guide dont s'est saisie la communauté de communes de La Rochelle, et qui fait son chemin dans les nouveaux cahiers des charges, on va dire, des différents travaux qui sont menés sur ce site. Un deuxième exemple, toujours sur le littoral, mais un peu qui est l'exemple opposé, c'est le quai Lawton Collins à Cherbourg, qu'on a mené, une étude qu'on a menée avec CETEC et Hydratec, ingénierie généraliste et hydrologique, sur voilà, ce littoral qui est en fait très fortement artificialisé, très fortement poldérisé. Et puis les traits qu'on voit sur la carte de droite en violet, finalement c'est tout le littoral artificialisé. Donc depuis Cherbourg, finalement, on voit quasiment plus la mer, on a quasiment plus de contact direct ou assez peu de contact avec le milieu littoral. Et donc voilà, la question qui nous était posée de la part du maire de Cherbourg, c'était de réinvestir le quai Lawton Collins, qui est un quai sur lequel on a une déprise du port de Normandie, et donc avec une volonté de refaire la ville sur ce quai, mais avec on va dire la question du changement climatique et de la montée du niveau des océans. Donc comment faire ville d'un milieu vulnérable? C'est la question qui nous était posée, avec, on l'a vu tout à l'heure, un Cherbourg qui est aujourd'hui Cherbourg, mais qui demain, on va dire, d'un point de vue de l'aléa en tout cas, sera plutôt Venise. Donc on a commencé ce travail de superposition de la géomorphologie originelle, qui était faite en fait de dunes, de nestrans et de milieux amphibies, et voir comment cet estuaire, quand on le superpose sur le territoire des polders, comment il pouvait refaire identité. Donc ça, c'est les milieux originels des dunes de Cherbourg, où on avait le casino qui est vraiment venu se construire quasiment sur les dunes, et puis on voit à peine 100 ans après, les dunes ont disparu, le casino a disparu. Par contre, on a aujourd'hui les tours casino, qui rendent hommage modestement à cet ancien paysage. On avait aussi les chantiers navals qui ont donné la place plutôt au tourisme de masse. Et la question voilà, actuelle de ces aléas, donc ça c'est en 2008, cette surcote qui
qui aujourd'hui n'est pas tout à fait centennale et qui sera quasiment mensuel en 2100. Voilà, ça je passe. Et donc voilà, et Venise. Et donc on a fait ce projet finalement où on est venu complètement redessiner une stratégie de résilience et d'intégration de cette présence qui va être progressivement de plus en plus présente dans le paysage de Cherbourg, avec 3 séquences. Donc une séquence du quai, c'est la séquence plus en bas qui va être la séquence dunaire, c'est-à-dire une séquence qui nous permet de nous surélever par rapport au risque et sur laquelle on va pouvoir construire les bâtiments, les différents programmes qui sont attendus par la commune de Cherbourg. Une deuxième séquence qui est, on va dire, au milieu du quai, qui est une séquence plus amphibie, qui va avoir pour rôle d'accueillir les eaux de submersion et puis de les réessuyer, c'est-à-dire d'accompagner le phénomène de retrait des eaux de submersion. Et puis tout en haut du quai, une troisième séquence qui est celle de la pleine mer, c'est-à-dire d'accepter d'avoir un bout de quai qui soit très régulièrement sous l'eau et que finalement ce moment devienne aussi un spectacle pour les habitants de Cherbourg. Voilà. Et donc ces questions de submersion et de modélisation hydraulique, ce qui est très important et intéressant pour nous en tant que concepteurs, c'est qu'elles nous donnent des pas de temps pour réfléchir et elles nous donnent des seuils. Des seuils sur lesquels on va pouvoir caler toute notre stratégie de conception des espaces publics et des seuils des bâtiments, tout simplement. Et donc, de tout le fonctionnement, de toute l'accessibilité qui va avec. Donc, voilà quelques visuels où on voit finalement, on va dire, sur des occurrences donc en période normale et en période 2100, le mouvement de l'eau et puis ce projet qui va accepter de refaire entrer l'eau à l'intérieur du quai dans des jardins humides, des jardins avec une palette botanique également qui permet d'accueillir des milieux amphibies, des milieux salins. Pour un site et un quai Lawton Collins qui est aujourd'hui très fortement artificialisé, on va dire par nature, et très fortement on va dire, impacté par la présence de la voiture. C'est en fait un quai sur lequel, je ne l'ai pas précisé, mais règne la cité de la mer et le sous-marin le redoutable. Donc on a déjà un paysage, on va dire, industriel qui est assez beau, mais très impacté par la voiture, avec peu d'aménités. Et on voit comment finalement le risque vient ramener la qualité paysagère au service des habitants de Cherbourg. Une autre séquence, plutôt sur la partie sud, qui est plutôt bâtie, sur laquelle sont prévus environ 200 logements, où là on voit en fait différentes occurrences de submersion, avec tout en haut la période normale, plus en bas la période, on va dire, occurrence 80 ans, l'occurrence 100 ans en haut à droite, et où on voit que finalement le fait de se surélever très légèrement par rapport à ce quai, en se réinspirant de la logique dunaire, nous permet de venir un peu nous protéger par rapport à l'aléa. Mais on s'est posé la question finalement, qu'est-ce qui se passera le jour où peut-être la réalité rattrapera les rapports du GIEC, qui sont peut-être de plus en plus on va dire pessimistes ou qui réévaluent très régulièrement leur prospective. Qu'est-ce qui se passe si dans 10 ans on se rend compte que finalement le niveau d'aléa retenu par le PPRI il est caduque. Donc on s'est posé la question, se dire okay, aujourd'hui on nous demande de respecter le PPRI, donc on va le faire, on va construire au-dessus d'une côte de 5,25 m, mais que se passera-t-il le jour où on aura une surcote à 6 mètres par exemple? Et donc on est allé s'inspirer, donc là c'est un peu de la prospective, on est sorti de l'étude, comme on est sorti de l'étude de base à La Rochelle, on a à chaque fois un peu éclaté le périmètre de l'étude, et on s'est posé la question voilà, de se dire comment construire si on veut un peu pouvoir adopter cette stratégie graduelle qui va être parfois d'éviter, parfois de pouvoir résister, donc de rendre les bâtiments résistants à la présence d'une lame d'eau, comme ça se fait beaucoup aux Pays-Bas ou en Allemagne. Et si cette lame d'eau un jour devient trop haute, comme à Venise, comment faire finalement pour céder?
pour accepter l'eau dans les bâtiments. Et tout ça, en fait, nous ramène des solutions qui peuvent être assez techniques au final. Donc on a fait un travail avec, y compris les économistes de la CETEC, pour comprendre comment ces postures de projet pouvaient ramener des solutions techniques à l'échelle des bâtiments et comment on pouvait aussi les chiffrer dans un pourcentage de coûts économiques pour la construction de ces futurs bâtiments, sachant que ces bâtiments ne vont pas forcément devoir être équipés à 100% dès 2022, mais vont devoir être conçus pour pouvoir accepter dans le futur, un nouvel équipement qui leur permettra d'accepter ces futurs lambda qui sont aujourd'hui pas encore prévus. Et donc voilà, plusieurs autres micro-architectures sur le quai sur lesquelles on a travaillé des principes aussi de micro-architecture amphibie. Donc je finis par Cherbourg et je termine très rapidement parce que je suis déjà un petit peu dépassé. Le parc productif du Terril du Martinet, donc ça c'est peut-être plus aussi un lien avec la thématique Living Cities, où donc c'est plutôt notre antenne belge qui a travaillé ce projet dans le territoire des terrils autour de Charleroi, donc avec cette exploitation du charbon qui aujourd'hui laisse de grandes friches autour de ces terrils, le long de grandes infrastructures ferroviaires. Et puis il y a la question, comment dépolluer ces sols qui sont extrêmement pollués pour y faire revenir de nouvelles activités. Et donc on a répondu à un appel d'offres d'un laboratoire de recherche qui se pose la question de la dépollution des sols par le végétal. Et en fait on s'est associé avec une entreprise qui travaille sur du miscanthus comme biomasse pour créer de l'énergie. Et on s'est reposé la question finalement comment ce miscanthus pourrait être, on va dire, réintroduit sur le site en créant, on va dire, un paysage préfiguré avec relativement très peu de moyens et qui pourrait à la fois dépolluer les sols et puis à la suite de la dépollution pouvoir être valorisé en biomasse. Valorisé en biomasse pour pouvoir répondre aux besoins énergétiques de certains opérateurs qui sont déjà sur site. Donc on a une brasserie, une boulangerie. Et donc c'est un projet qui est en cours, qu'on fait avec très très peu de moyens, mais avec l'appui de Charleroi. Et on travaille aussi avec un laboratoire, et j'ai fini, qui travaille sur des clones de plants, en fait, pour retravailler sur les espèces endémiques, puisque c'est sur un site en fait, où on n'a plus d'espèces endémiques, on n'a plus de miscanthus. Donc ils travaillent pour réintroduire ces espèces endémiques disparues en travaillant avec le génie génétique. Donc ça peut aussi porter débat, mais c'est hyper intéressant d'un point de vue processus, justement. Et donc là, on voit le processus. Donc là, c'est pendant la plantation. Donc là, c'est Antonin et Florence qui plantaient ces plants dans le terril. Donc ce terril qui maintenant s'appelle le parc de l'énergie. Et là, on voit déjà la préfiguration de ce miscanthus, de ces nouveaux tracés qui réapparaissent dans la friche et qui vont rechercher aussi la profondeur et les paysages déjà enfrichés, mais de valeur de ce terril. Voilà. Je vous remercie.